Bonjour à tous, je m'appelle Imelda Ndiki, porteuse de projet IEL. Aujourd'hui, je vous présente une mini-série de podcasts intitulée « Prendre sa place, bâtir ici ». En 4 épisodes, nous allons parler d'ambition, de réseautage, de santé mentale et d'entrepreneuriat. Ready? Go! Bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernier épisode de notre mini-série de podcasts « Prendre sa place, bâtir ici ». Aujourd'hui, nous allons parler d'intégration et d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat comme outil d'intégration. Entreprendre, c'est créer son propre espace lorsque on ne nous en offre pas. Pour plusieurs afrodescendants, l'entrepreneuriat devient un outil d'autonomie, de reconnaissance et d'impact. Mais entreprendre demande des ressources, de la confiance et un accès au capital. Aujourd'hui, nous explorons comment transformer son ambition en levier d'intégration et de pouvoir économique. Et donc, c'est avec notre invité spécial, Rogers Miguel, que nous allons pouvoir développer la question aujourd'hui. Alors, bonjour Rogers. Bonjour Imelda. Comment ça va? Ça va très bien. Et Okay, vous-même? Moi, ça va très bien. Génial. Un peu stressé, comme tu le vois, mais ça va bien. Génial. Je vais te laisser l'occasion, Rogers, de pouvoir te présenter à nos internautes. Qui est Rogers Miguel? Bon, en fait, Rogers Miguel, c'est un consultant en affaires, surtout. Et donc, actuellement, conseiller au développement des affaires avec une institution financière de la place et aussi fondateur de The Green Entrepreneur, un organisme qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de leurs idées de projet, le démarrage de leur entreprise. Alors, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais dire que c'est né d'une passion. Parce que quand je regarde, dans mon ancienne vie, j'étais consultant dans un cabinet au Cameroun, le pays dont je suis originaire. Et pendant cette période de consultance, donc moi, j'avais un mandat de débuter une branche de notre cabinet dans une autre ville. Et dans le processus de démarrer cette branche-là, trouver des nouveaux clients, trouver des partenaires dans cette ville-là, cette passion d'entrepreneuriat m'est née. Et c'est comme ça que j'ai poursuivi avec l'entrepreneuriat dès que je suis arrivé ici au Canada. Est-ce que tu trouves que l'entrepreneuriat peut aussi être un refuge pour certaines personnes? Ou est-ce que ça a été un refuge pour toi ou quelque chose qui t'a sauvé de quelque chose? Ou c'était vraiment par passion? Ou derrière aussi, il y avait un but de gagner peut-être plus d'argent? Oui, je vais dire, premièrement, par passion. Normalement, quand on entreprend aussi, ça nous permet de se réaliser. Ça, je vais le dire. Donc, ça nous permet de se réaliser. Et puis, deux fois aussi, les gens, ils entreprennent, parce que là, je parle souvent avec beaucoup d'entrepreneurs, ils entreprennent pour être au contrôle des affaires. Donc, peut-être gérer leur agenda, peut-être ils vont avoir un agenda où eux-mêmes, ils sont maîtres qui pourront bien gérer pour pouvoir prendre vie, équilibre travail et vie. Donc, d'autres personnes peuvent entreprendre aussi, par exemple, à cause de l'exclusion du marché du travail. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas quoi faire, je décide d'entreprendre pour pouvoir m'intégrer dans la société. Donc, il y a vraiment diverses raisons, mais pour moi en particulier, c'est une passion déjà, et puis un amour de développer l'entreprise, aider les gens à développer l'entreprise, et aussi, oui, répondre à un besoin de la société. Parfait. Tout à l'heure, dans ta réponse, tu as parlé s'intégrer dans la société. Ouais. Et donc, pour les Afro-descendants ou même les étrangers qui vivent ici à Québec, est-ce que l'entrepreneuriat peut être un outil d'intégration ou d'intégration sociale et si oui, dans quelle mesure? Oui, bien sûr. L'entrepreneuriat peut être un outil d'intégration sociale. Parce que là, on arrive, si je prends pour les Afro-descendants qui arrivent ici comme des immigrants, par exemple, on arrive, le marché du travail a un besoin
en particulier. Ça se peut qu'on a des compétences, mais qui ne répondent pas nécessairement à ce marché du travail. Et ces compétences-là, nous, on aimerait poursuivre avec ces compétences-là. Peut-être c'est dans un domaine qui nous passionne beaucoup et on veut vraiment continuer avec. Mais si on ne répond pas aux besoins du marché du travail, ben, ça va pas nous absorber. Donc, entreprendre, maintenant, peut nous permettre de valoriser ce qu'on sait déjà faire, de répondre à un besoin particulier, peut-être qui est déjà non identifié, que le marché du travail ne répond pas nécessairement à ce besoin. Et ça va nous permettre de connaître des gens, de toquer à des portes, et puis dans ce processus-là, s'intégrer vraiment dans la société. Mm-hmm. Est-ce que ça peut être aussi vu comme une fuite en avant, l'entrepreneuriat, pour certaines personnes? Une fuite, ben, j'aimerais être un peu plus clair avec le mot. Une fuite en avant pour dire? Du genre, mettons, il y a ceux qui ont peut-être une certaine image d'eux, dans leur tête, ils sont boss. Ouais. Et ils veulent pas, peut-être aller dans le salariat où ils seront, au bas de l'échelle, on va dire. Ouais. Et ils vont donc se réfugier un peu dans... Oui, merci beaucoup pour cette explication. Oui, bien sûr, je vais dire que j'ai rencontré déjà plusieurs personnes qui se lancent en entrepreneuriat avec cet objectif. Ben, pas qu'ils vont le formuler clairement comme ça, mais deux fois, c'est ça que je vais réaliser. Oui, les gens, est-ce qu'ils vont réussir? Oui, ou est-ce qu'ils peuvent échouer? Oui aussi, parce que, en fait, l'entrepreneuriat répond à certains critères ou répond à certaines exigences que si la personne est capable, quelle qu'en soit la raison pour laquelle il s'est lancé, ben, il pourrait réussir dans ça. Donc, oui, certaines personnes, ils arrivent ici, peut-être ils étaient des patrons, des boss dans leur pays d'origine, mais ils se disent, je pourrais pas commencer au bas de l'échelle, je pourrais pas, deux fois, vous savez, la difficulté de faire reconnaître les diplômes, faire reconnaître les talents, les compétences et tout. Donc, ils sont obligés de commencer plus bas, mais au lieu de commencer plus bas, ils vont se développer une entreprise pour pouvoir rester au niveau qu'ils veulent. Et puis, certains réussissent comme certains échouent. C'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Ouais. Effectivement. Et donc, qu'est-ce que ça prend donc comme outil de base pour se lancer? Pour se lancer. Oui, à l'entrepreneuriat. Moi, je vais dire une chose, c'est que, avec mon expérience, je vais dire que la compétence de base, c'est savoir parler, savoir communiquer. Ah oui? Savoir vendre. Parce que quel qu'en soit ce qu'on fait en entrepreneuriat, si on ne génère pas de revenus, ben, l'entreprise ne va pas fonctionner. Donc, ça veut dire que si on ne sait pas vendre, ben, même si on a une bonne idée, on a un bon projet, si on ne sait pas trouver des clients pour ça, ça va être difficile pour nous. Un entrepreneur de base va avoir comme minimum peut-être 7 compétences, on va dire, pour pouvoir bien partir. Parce que la compétence qui est reliée directement au projet. Et puis la compétence qui est reliée à la capacité de pouvoir vendre le projet. Donc, il faut les compétences interpersonnelles. Savoir négocier, savoir amener les gens à travailler avec nous, savoir vendre ce produit-là. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont très essentielles pour pouvoir aller de l'avant. Ok. Et est-ce qu'il y a des barrières spécifiques au financement ou à la crédibilité quand on est afro-descendant, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? En parlant du financement, je vais dire, on va parler des barrières. Je vais pas dire qu'il y a une barrière qui est comme stipulée pour des afro-descendants qui va les empêcher, parce que je vais dire, actuellement, il y a des programmes de financement que le gouvernement ou certains organismes mettent en avant pour spécifiquement les afros. Oui. Donc, la barrière où moi je vais parler, ça serait un peu par rapport au pays d'accueil, par exemple. On vient de notre environnement, on vient d'un autre monde où on avait d'autres valeurs, on avait d'autres signes, d'autres codes, d'autres façons de voir des choses. Et puis on arrive ici, deux fois, plupart vont vouloir comme transporter d'où il vient ici. Mais ici, c'est une autre réalité. On a d'autres valeurs, on a d'autres codes aussi. On a d'autres manières d'approcher. Donc, la difficulté de gérer avec toutes ces choses-là va devenir une barrière. Parce que des fois, on va pouvoir se regarder en tant qu'afro, peut-être on va se dire, premièrement, si par exemple, on se regarde comme un homme noir, au lieu de juste se regarder comme un homme. Si on se regarde au lieu de se regarder comme un entrepreneur, on se regarde comme un entrepreneur noir. On aurait toujours tendance à vouloir s'exclure sans qu'on nous exclue. Effectivement. Donc, la difficulté aussi d'aller vers les autres.
Parce que on arrive dans un endroit, c'est important pour nous d'aller vers les autres aussi. Essayer ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Ça peut aussi être une barrière. Dans le sens où, quand on arrive, on n'a pas un réseau, il faut bâtir ce réseau-là. Donc, ce manque de réseau-là peut vraiment être une barrière pour aller accéder à certains financements ou à certains réseaux aussi. Donc, en termes de compétences ou pour le financement, ça se peut qu'on ait les compétences qu'il faut. Ça se peut qu'on a ce qu'il faut, mais peut-être pouvoir le traduire au langage où le pays d'accueil va comprendre. Peut-être on a encore les difficultés. Ça peut être aussi une véritable barrière pour notre progression. Et pour favoriser notre réussite, comment donc bâtir ce réseau-là? Ça, c'est une très bonne question. Parce que moi, généralement, à Degree Entrepreneur, avec les entrepreneurs que j'accompagne, je l'ai dit souvent, il y a 3 aspects dans l'entrepreneuriat. Il y a le premier qui est la personne elle-même. Deuxième qui est le projet. Troisième qui est le réseau. Parce que la personne, si la personne est instable, si la personne a d'autres situations dans sa vie personnelle, bien qu'il ait un bon projet, ça va pas évoluer. Donc, deuxièmement, s'il a un bon projet et qu'il maîtrise son projet, il maîtrise les services ou le produit qu'il veut vendre, ça c'est déjà un plus. Maintenant, le réseau, il faut qu'il ait un bon réseau. Mais comment se bâtir un réseau? Pour pouvoir se bâtir un réseau, il va falloir aller vers les gens. Il va falloir participer aux événements. C'est là où je parlais qu'une compétence de base pour un entrepreneur, c'est la communication, la relation interpersonnelle. Parce que sans ça, on peut pas vraiment se bâtir un réseau. Et mais se bâtir un réseau, oui, mais quels sont les éléments spécifiques? Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques qu'on doit prendre en considération quand on se dit que ok, je vais construire mon réseau? Est-ce qu'on se dit que, ok, je vais construire mon réseau, ou bien c'est de fil en aiguille que on rencontre des gens et qu'on se dit que, bah, tiens, ces personnes peuvent constituer mon réseau? Ça, c'est une bonne question aussi parce que c'est important de savoir quel type de réseau on veut bâtir. Parce que si on veut bâtir un réseau de personnes avec qui on va aller à la pêche, ça, il y a des endroits où on doit aller pour pouvoir trouver ce réseau-là. Mais si on veut bâtir un réseau qui va propulser notre projet, donc il faut déjà qu'on identifie. Que ça soit la chambre de commerce, par exemple, que ça soit des événements qui ont lien avec notre domaine, notre environnement, ou les personnes qu'on a besoin d'aller. Et puis, aussi identifier les personnes importantes dans ce secteur-là, dans notre ville ou dans notre région. Essayer entrer en contact avec ces personnes-là. Parce que des fois, on peut rencontrer des gens, mais il y a aussi l'aspect développer la relation avec ces personnes-là. Parce qu'on peut rencontrer des gens, mais on est incapable de développer cette relation-là. Donc, c'est important d'être intentionnel, d'aller vers les gens, identifier les personnes qui sont importantes dans le réseau pour pouvoir aller vers eux pour créer ce réseau-là. Dans que ce soit des événements, que ce soit dans la chambre de commerce, que ce soit des organismes qui organisent des événements pour des entrepreneurs, quand on est là, on va rencontrer des personnes qui sont aussi là pour presque les mêmes objectifs ou qui ont des entreprises qui pourront être des collaborateurs qui peuvent déjà faire partie de notre réseau. Donc, là, il y a un grand potentiel. Mais si on veut bâtir notre entreprise, mais on part à des événements, on parlait de la pêche tout à l'heure, où c'est beaucoup plus de personnes qui font des programmes pour aller à la pêche, notre réseau va se constituer des personnes qui vont à la pêche. Donc, on va beaucoup plus. Donc, pour pouvoir bâtir son réseau, il faut être intentionnel. Il faut bien comprendre l'écosystème aussi, savoir qui sont les acteurs dans cet écosystème-là, comment je peux entrer en contact avec lui, où je peux pouvoir les rencontrer, quels sont les événements qui se font et dans quels objectifs ces événements-là, et puis en passant pour aller se bâtir un réseau. Donc, tu me diras si j'ai bien compris, mais être intentionnel, c'est exprimer clairement notre vision à la personne qu'on a en face de nous. Ou Être intentionnel, ça veut dire déjà, je veux bâtir mon réseau. Et si je veux bâtir mon réseau dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut que je comprenne qui sont des acteurs importants et quels sont les événements importants dans cet écosystème-là. Et je vais être intentionnel d'aller vers ces personnes, vers ces organismes-là, vers ces entreprises-là pour pouvoir tisser des liens. Ok, c'est bon. Maintenant, dirais-tu que dans le processus de tisser les liens, le fait de ne pas avoir des modèles qui nous ressemblent peut avoir une influence à partir d'une entreprise, à bien s'implanter même dans le milieu ou à se référer à un modèle qui avait déjà un modèle qui nous a précédés. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact
sur un entrepreneur qui décide de se lancer ou qui veut même perdurer dans le milieu? Oui, on va dire que ça peut avoir un impact, ça c'est sûr, parce que je me souviens d'un documentaire où j'ai regardé, où dans le documentaire, il y avait une personne à l'accueil, et puis il y avait comme 2 personnes en fait à l'accueil, une personne souche blanche, l'autre noire. Maintenant, là, ce qui se passait, c'est que quand les gens ils arrivaient à l'accueil, la majorité des personnes noires allaient vers la personne qui était noire et la majorité des personnes blanches allaient vers la personne qui était blanche. Donc, pour dire que quoi? Qu'il y a déjà, quand on ne voit pas les gens qui nous ressemblent, il y a déjà une influence. On croit que peut-être c'est une incapacité ou peut-être on ne peut pas. Mais on doit aussi comprendre que on est arrivé dans une terre d'accueil où les personnes là sont majoritairement comme ça. Donc, on ne peut pas prendre ça comme une raison, un truc pour nous déstabiliser, par exemple. Mais c'est comme je parlais dès le début, c'est important qu'on se regarde comme un être humain ou qu'on se regarde comme un entrepreneur, au lieu de se regarder comme un entrepreneur noir. Oui. Parce que si on se regarde comme un entrepreneur noir, on serait à la quête de ces personnes noires-là. Mais si on se regarde comme un entrepreneur, on va se poser des questions comme, qui sont les entrepreneurs qui ont réussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils sont passés? On va être inspiré par ce qu'ils font pour pouvoir aller de l'avant. Oui. Donc, c'est important. Pour moi, je crois que c'est important pour nous, en tant qu'afro-descendants, ou pour des personnes afro-descendantes, de se regarder comme des entrepreneurs, comme des personnes, au lieu de se regarder comme des noirs ou comme des afro, par exemple. Je me dis que des fois, les gens ont on a peut-être tous ce mode de pensée-là parce qu'on a tendance à considérer qu'on a eu un même passé, qu'on a un passé commun. Mais même on oublie que même en tant qu'afro-descendant, en tant que personne noire, on ne vient même pas des mêmes milieux, mais. Exact. Je sais pas pourquoi est-ce que cette idée a perdu souvent, mais c'est peut-être à revoir. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que quand on prend l'Afrique, c'est 54 pays, je pense. 54 pays, c'est 54, cultures différentes, façons. Rien que le Cameroun que je viens. Dans le Cameroun? C'est juste tellement différent. Oui. Donc, moi, je dis souvent que, de fois, on se dit, on veut voir des personnes avec qui on a eu le même passé, mais je veux plus rentrer dans mon passé. Je veux aller dans l'avenir. Je dois regarder les personnes avec qui on va avoir le même avenir. On va partager cet avenir. C'est comme ça que moi, je vois un peu l'affaire. C'est vrai, c'est totalement vrai. Et donc, là, on va parler de stratégie. Quand on a déjà une idée, comment on fait pour passer de cette idée-là à un projet concret? Comment on bâtit son projet? On vient chez des green entrepreneurs. Placement de produits. Mais tu peux faire un message si tu veux. Donc, mais là, je voulais juste faire rire un peu. Mais là, je vais un peu expliquer parce que quand on a une idée, généralement, les gens, ils disent toujours ils ont de bonnes idées. Ils ont plusieurs idées. Il y a des personnes qui ont déjà 700 idées dans une minute et tout. Mais l'idée, c'est une bonne chose. Mais concrètement, quelle est la solution? Par exemple, hier, on a eu un atelier, un événement, et puis là, j'avais fait un programme sur le hackathon, et puis je dis, identifier les problèmes, apporter des solutions. Les gens, ils ont apporté des solutions. Ils disent, oui, mais vous savez, ces solutions, c'est les gens, ils ont déjà ces solutions. Mais ils n'arrivent pas à le mettre en pratique. Donc, le plus important dans une idée, c'est d'abord de voir l'habilité de mettre cette idée en pratique. Pourquoi cette idée ne peut pas être mise en pratique? Donc, quand on a une idée, c'est bien d'identifier dans cette idée-là, OK, quels sont les différents composants de cette idée. Si j'ai une idée, supposons, j'ai envie de vendre un verre, mais est-ce que je veux le produire? Qui sera mon fournisseur? Ou quels sont les partenaires avec qui je vais travailler? Si je dois le vendre, à qui je vais le vendre? Quelle est la cible? Comment je vais identifier, comment je vais apporter ce produit-là à ma cible? Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte? Parce que d'autres personnes, peut-être, d'autres personnes vendent déjà des verres. Mais pourquoi quelqu'un va acheter mon verre? Et dans quelle plateforme ou de quelle façon je vais pouvoir livrer ou acheter? Comment ils vont me payer? Tous ces aspects-là sont des éléments essentiels pour pouvoir bien développer l'idée. Parce qu'il faut d'abord structurer cette idée-là et puis travailler aussi sur la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter? Et puis, il y a des outils qui peuvent nous aider à
à pouvoir faire ça. Puis avec un bon conseil, un bon accompagnement, on va pouvoir mieux développer cette idée. Mm-hmm. Et en parlant d'accompagnement, la question financière est souvent un peu tabou aussi dans la communauté, et je ne sais pas si c'est le cas vraiment des entrepreneurs. Quelle est l'importance que tu accordes à la littératie financière avant de se lancer en entrepreneuriat et même quand c'est déjà lancé en entrepreneuriat? Quels sont les pièges qu'on peut éviter? L'importance est vraiment capitale. Parce que quand on va aller chercher des financements, surtout, si on a une subvention, il y a certaines subventions qui est reliées à notre dossier crédit. Il y a certains mais majoritairement les financements, on va pouvoir aller regarder notre dossier crédit. Maintenant, si on va aller regarder notre dossier crédit, on voit qu'on ne gère pas bien le dossier crédit. Quel bailleur de fonds va avoir cette confiance pour pouvoir nous donner le financement qui est nécessaire? Donc, c'est important, la gestion financière personnelle, donc la littératie financière, c'est quelque chose de capital dans le développement de l'entreprise. Ouais. OK. Donc, pour mieux gérer financièrement une entreprise, il faut d'abord mieux se gérer soi-même à travers les petites factures qu'on a, Hydro-Québec, le téléphone, la maison et tout. Et maintenant, là, nous sommes afro-descendants. Exact. Ça peut être une nature ou juste une identité. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut exploiter au lieu de subir, on peut l'exploiter pour dans son entreprise? Oui, bien sûr. C'est comme je disais, je crois hier à l'événement, je disais, il y a une chose. Déjà, nous, on a une expérience. Et quand on vient dans un pays d'accueil, on va avoir une nouvelle expérience. L'expérience que les personnes de ce pays d'accueil-là ont aussi déjà. Mais là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà une expérience qu'ils n'auront pas. Donc maintenant, c'est pour nous à traduire l'expérience qu'on a aux valeurs, donc dans un langage que le pays d'accueil peut comprendre. Ouais. Et en mettant ces choses ensemble, ça va nous donner une force. Parce qu'on va, surtout les immigrants, par exemple, généralement les immigrants, ils vont laisser des choses pour venir. Donc il y a déjà la résilience, la capacité d'être résilient, la capacité de rêver, de croire vraiment que les choses, parce que un projet d'immigration, c'est un projet dans lequel tu vas vraiment croire ça. Des fois, ça prend du temps, donc tu es patient, tu vas attendre. Donc, il y a déjà ces compétences-là qui sont développées dans la personne qui est immigrant. Donc, quand il arrive ici, il a cette capacité de résilience, cette capacité de être patient, de pousser jusqu'au bout. Donc, il peut exploiter cette compétence-là dans le développement de son entreprise. Donc, moi, je trouve que l'expérience qu'on a, les compétences qu'on a avec lesquelles on vient peut être utile pour développer notre entreprise ici. Et pour développer notre entreprise ici, est-ce que le gouvernement peut nous aider ou nous accompagner à le faire? Toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as eu recours au service du gouvernement? Si oui, où est-ce qu'on peut aller chercher ces ressources-là? OK. Oui, le gouvernement, que ce soit le gouvernement du Québec, que ce soit le gouvernement fédéral, et d'autres organismes, ils ont des programmes ou des institutions financières aussi. Ils ont des programmes. Si on prend le cas de Desjardins, par exemple, qui est une institution financière, ils ont un programme, par exemple, Créavenir. Créavenir, ça, c'est un financement qu'on donne à des personnes entre 18 à 39 ans. Donc là, on soumet juste un plan d'affaires. Et puis, avec le plan d'affaires, si le projet est sélectionné, la personne aurait accès à comme 15 000 de marge de crédit, une carte de crédit et puis une subvention allant jusqu'à 5 000 sur certaines conditions. Donc ça, c'est un programme et ça vient avec un accompagnement. Donc, pour aider la personne à développer son projet. Il y a Futurpreneur aussi. Il y a la SADC. Il y a des institutions, des mécanismes que le gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, ils ont mis en place pour vraiment accompagner des personnes qui décident d'entreprendre. Est-ce que la réussite, ou dans quelle mesure est-ce que la réussite entrepreneuriale devient collective? La réussite entrepreneuriale devient collective quand on répond à un besoin de la société. C'est comme aujourd'hui, si on prend le cas que ça soit d'Amazon, on va voir que ça, ou on prend le cas de Facebook, les choses comme ça, on va voir que
il y a des entreprises qui se créent sur une entreprise qui existe. Donc, il y a des personnes qui vont développer on va pas parler d'emploi, je vais juste parler des autres entrepreneurs dont leur entreprise fonctionne parce que Facebook existe ou TikTok existe. On voit que ça apporte une réussite. Donc, ça veut dire que si on développe un produit ou un service qui permet en sorte que d'autres entreprises ou d'autres personnes de la communauté ou de la ville bénéficient et se développent à travers ça, moi, je vais parler de réussite collective parce que pour que ça réussisse, il faut que chacun y mette. Donc, on peut travailler ensemble. C'est pour ça que la collaboration est quelque chose de très important. On a parlé de la communication pour des compétences importantes pour les entrepreneurs parce que si on parle de communication, compétences interpersonnelles, donc pour collaborer, il faut travailler avec les autres. Donc, on peut réussir ensemble en travaillant avec les autres, en ayant des partenariats, des contacts qui nous permettent d'évoluer. Et puis, quand on réussit, on voit qu'il y a eu la contribution de plusieurs, que ce soit des institutions financières, que ce soit d'autres institutions qui nous ont accompagnés pour pouvoir réussir ce projet. Et puis là, quand ça réussit, on va parler d'une réussite collective. Ok, parfait. On est rendu à notre dernier point. On va parler de l'impact. Et un entrepreneur afrodescendant, est-ce qu'il porte la responsabilité de toute sa communauté? Je pense que c'est une question vraiment importante. Oui, c'est une très bonne question. Et j'aime toujours dire aux gens que tu n'es pas l'ambassadeur des afrodescendants. Personne n'est nommé ambassadeur des afrodescendants. Donc, ce n'est pas à toi de porter la responsabilité. Mais chaque être humain, chaque personne, que ce soit une personne afrodescendante, a la responsabilité de faire des choses de façon excellente quand il est appelé à le faire. Donc, on doit travailler et se rassurer que ce que nous faisons, on doit mettre le meilleur de nous. Donc, moi, je vais toujours conseiller aux gens, OK, là, t'es afrodescendant, ça se voit, tout le monde le sait, donc c'est un peu, comme on dit en anglais, it's no news. Donc, maintenant, c'est à cette personne de se dire, bien que je vais pas dire bien que parce que ça serait comme si c'est, on va dire péjoratif ou quoi. Donc, je suis afrodescendant, mais premièrement, je suis un être humain. Oui. Je suis afrodescendant, mais entrepreneur afrodescendant, mais premièrement, je suis juste un entrepreneur. Donc, si je suis un entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'impact que je veux apporter? Et dans cet impact-là, qui je veux impacter? Si je décide d'impacter la communauté, qu'est-ce que je vais apporter à cette communauté que ça va changer? Si je décide d'impacter dans le cas de la ville de Québec, quel est l'impact que je vais apporter? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à la question. Mais par exemple, toi ou une autre personne en tant qu'afro-descendante, comment est-ce que toi tu évalues ton impact dans la société? Moi, comment j'évalue mon impact? Par exemple, si je parle du cas de The Green Entrepreneur, c'est combien de personnes leur idée a été structurée à cause de ce que nous faisons. Okay. Combien de personnes démarraient leur entreprise parce qu'ils ont appris des choses chez The Green Entrepreneur. Un entrepreneur, oui, je suis afro-descendant, je suis entrepreneur afro, mais je suis d'abord un entrepreneur. Mais maintenant, étant entrepreneur, si je réussis mon entreprise, si je réussis à créer de l'impact, ça revient à la première question. Donc, j'avais posé tout à l'heure, ou pour dire les gens qui nous ressemblent. Donc, les enfants, les personnes, d'autres entrepreneurs dans la communauté pourront voir un exemple. Donc, je crois que c'est aussi ça l'impact dans la communauté. Voilà une personne qui a réussi, qui est passée par là ou qui me ressemble. Ça, c'est aussi une chose. Et puis, d'autres personnes aussi qui ne sont pas nécessairement dans la communauté vont savoir, il a réussi tel projet, mais je peux aussi le réussir. Donc, je crois que la réussite d'un entrepreneur dans la communauté a un grand impact dans la communauté pour amener d'autres personnes aussi à sortir de leur box pour se dire, si l'autre personne a fait, on peut aussi le faire. On a juste à se mettre au travail. Intéressant. Est-ce qu'en tant qu'afro-descendant, il y a une posture qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut être objectif? Est-ce qu'il faut être neutre? Est-ce qu'il faut rester un peu à l'écart, ne pas trop se mêler souvent des questions qui pullulent sur la toile? Quelle posture est-ce qu'on peut et qu'on doit adopter, s'il y en a une, en tant qu'entrepreneur? À mon humble avis, c'est que on ne peut pas refuser d'où on vient. Déjà? On ne peut pas refuser notre couleur ou notre
façon d'être. Moi, je pense que c'est libre à nous de comme répondre à des choses qu'on veut ou pas. Et puis aussi, ben, c'est normal, c'est important pour nous d'affirmer déjà ce que nous sommes. Mais bien que on va pas rester dans ce cadre-là. Donc, parce que si c'est pas parce que j'accepte que je suis afro ou que je suis noir ou que je suis comme ça, que ça signifie que je dois me cadrer pour dire je vais juste faire affaire avec les afros ou je vais juste faire affaire dans la communauté ou je vais juste rester dans un style communautaire, les choses comme ça. Non. On accepte qu'on est afro, on accepte qu'on est noir, on accepte qu'on est issu d'Afrique, mais on se projette. Donc, je crois que l'important, c'est se projeter aussi. Dans ce qu'on veut devenir. Parfait. Dans la manière de se projeter, l'entrepreneuriat devient donc un levier d'intégration sociale et non pas un outil de fuite en avant. Mais est-ce que tu trouves que c'est aussi un moyen de fuir peut-être un milieu malsain ou un milieu raciste et ça va peut-être devenir comme un refuge plus qu'autre chose en fait? Oui, bien sûr que en lançant son entreprise, ben là on devient le boss de notre propre entreprise. On peut créer un environnement qu'on veut qui nous ressemble. Un environnement qui est comme sans racisme, si on parle du cas du racisme. Mais quand on dit sans racisme, ça signifie pas qu'on va juste embaucher aussi juste des noirs. Oui, bien sûr. Donc, et il y a des barrières institutionnelles où on va parler, comme de fois on entend parler du racisme systémique. Oui, c'est ça. Mais au sein de ton entreprise, tu peux mettre en place des choses qui vont permettre à d'autres personnes de vivre mieux ou de se sentir plus à l'aise. Et puis, il n'y aura pas question de couleur, de race et de religion, des choses comme ça où les gens vont vraiment se sentir à l'aise. Mais là, quand tu crées ton entreprise, tu as cette capacité ou cette possibilité-là de créer cet environnement dont tu rêves. Je crois que lancer son entreprise aussi peut nous permettre de pouvoir créer cet environnement-là ou de fuir cet environnement-là. Est-ce que c'est quelque chose de sain, de fuir? Enfin, est-ce que c'est donc sain de créer quelque chose pour fuir une certaine réalité? Pourquoi ne pas l'affronter, en fait, directement? Parce que je vais dire que pourquoi ne pas l'affronter? Moi, je dis que c'est une liberté. Liberté dans quel sens? C'est comme je disais hier à l'événement, il disait, tout le monde est libre. Je suis libre de collaborer avec qui je veux. Je suis libre de faire avec qui je veux. Donc, si la personne il a son entreprise et qu'il met un environnement malsain, ben, c'est son entreprise à lui. Oui. Donc, si je peux pas commencer à le combattre, et puis, ici, pour des choses que je peux pas changer, par exemple. Mais si ce sont des choses qu'on peut changer, on peut changer. Mais je ne veux pas prendre aussi la posture, moi ici entrepreneur, je ne veux pas prendre la posture d'activiste. Sauf si je veux changer de vocation. Moi, je vais toujours regarder quel est le problème, comment je peux résoudre, et puis j'apporte ma modeste contribution. C'est dans ce sens-là que moi, je regarde les choses. Ok, parfait. Donc, on est rendu à la fin. Je vais poser la dernière question. On se lance en entrepreneuriat pour gagner de l'argent, bien sûr. Et comment mesurer son impact? Comment rendre profitable son impact pour nous-mêmes? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent à travers l'entrepreneuriat ou ça doit toujours rester quelque chose de noble? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que c'est un peu un signe de noblesse. En fait, les gens ne le font pas nécessairement pour gagner de l'argent, mais juste pour se dire qu'ils ont une entreprise. Donc, quel état d'esprit on doit avoir pour accepter le fait que si on se lance en entreprise, c'est pour gagner de l'argent et que c'est correct? Oui, moi, je vais dire, si on se lance en entreprise, oui, c'est pour répondre à un besoin. Mais si on répond à un besoin, on aurait de l'argent. Parce que les gens, ils vont payer pour ce besoin-là. Une entreprise qui n'est pas capable de vendre ou qui n'est pas capable de générer des revenus ne va plus exister. Donc, si on se dit, parce que quand on pose, est-ce que c'est être noble ou truc, je vais dire, non, on se lance pour répondre à un besoin. Et puis, si le besoin est répondu, on va recevoir de l'argent. Aujourd'hui, on sait, il y a beaucoup de milliardaires aujourd'hui, mais qui sont des entrepreneurs. Et on va pas dire qu'ils sont lancés parce qu'ils voulaient être milliardaires, mais ils sont lancés parce qu'ils voulaient répondre à un besoin. Mais le résultat, c'est qu'ils sont devenus milliardaires. C'est ça. Donc,
Si on ouvre une entreprise juste pour avoir le nom entreprise, ça veut dire que nous, on aurait un problème parce que on ne répond pas à un besoin. Ben, comment on va pouvoir générer des revenus? Donc, ça veut dire on va continuellement mettre de l'argent dans ces entreprises-là. Pourtant, on n'aurait pas de retour. On pourrait mieux peut-être faire une OBNL ou pour aider les gens, par exemple. OK. Mais comment donc mesurer son impact au-delà du profit? Genre, comment on sait que, bon, en dehors du fait qu'on a gagné de l'argent, comment c'est qu'on a peut-être de l'impact dans la société, dans la communauté? OK. Par exemple, si on prend le cas, je vais prendre un peu Amazon encore, parce que, ben, si on prend le cas d'Amazon, on peut s'asseoir chez nous, on va commander un produit, par exemple. C'est vrai. Donc là, c'est vrai, Jeff, il s'est fait de l'argent, mais il peut mesurer son impact. Aujourd'hui, les gens n'ont pas à se stresser, comment il va recevoir mon colis, des trucs. C'est aussi comme ça qu'on mesure l'impact. Donc, dans la communauté, si j'ai résolu un problème, et puis les gens, il n'y a plus de stress par rapport à ce problème-là, je peux savoir, ben, j'ai fait de l'impact. Bien que j'ai eu de l'argent, mais j'ai fait de l'impact. Oui. Et c'est même cet impact-là qui te permet de perdurer dans le réseau exact. Et d'être toujours utile aux autres, en fait. Exact. OK. Ben voilà, on est rendu à la fin de notre émission. Roger, je vais te demander de dire un petit mot à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent pour faire un petit lien de la fin sur l'intégration et l'entrepreneuriat comme outil. Enfin, du fait que l'entrepreneuriat peut être un véritable outil d'intégration, que ce soit au Québec ou ailleurs, et que n'importe qui peut se lancer dans l'entrepreneuriat pourvu qu'il ait les idées structurées. Bien sûr. Donc, oui, l'entrepreneuriat peut être un outil d'intégration pour quiconque veut se lancer. Parce que on peut être immigrant, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, et on se dit, ben, je n'arrive pas peut-être à trouver du travail, je n'arrive pas peut-être à avoir un réseau, je n'arrive pas à faire ceci. Mais si on se lance dans notre projet, dans le processus de développement de notre projet, de notre entreprise, ben, on va rencontrer des gens, on va voir des personnes, parce qu'on va aussi trouver que ce soit des institutions ou d'autres personnes, c'est là qu'on va voir que il y a des personnes qui ont du cœur pour nous aider aussi. Et là, on va tisser des liens, on va s'intégrer en fait. Je trouve que c'est important pour nous de savoir ça et de se lancer en se disant, ça va me permettre de m'intégrer. Merci. Parfait, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Voilà, nous sommes rendus à la fin de notre émission et je vous souhaite bonne écoute. On se retrouve à très bientôt pour un prochain projet. Et merci beaucoup et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.